Et votre invité aujourd'hui, en direct sur Boursorama, c'est l'essayiste et fondateur de Mediafine, Édouard Tétrault. Bonjour. Bonjour David. Vous allez bien? Très bien, et vous-même? Très bien. Bon, l'euro, vous en pensez quoi? Vous avez vu, l'euro, on est au plus bas depuis 13 ans. On n'a pas revu ces niveaux de 1,0450 face au dollar depuis 2003. La parité euro-dollar, c'est qu'une question de jours, de semaines, on y va tout droit parce que tout plaide, ou il faut être contrariant et se dire que ça repartira dans l'autre sens? C'est effectivement le moment d'acheter de l'euro. En tout cas, d'acheter de l'euro. En tout cas, je pense que nous sommes arrivés à un point haut pour le dollar, sur l'euro-dollar. Pourquoi? Parce que ça y est, la Fed a annoncé son plan de hausse de taux en 2017, donc il n'y a plus d'interrogation ni sur l'ampleur, ni sur le rythme et les dates. Donc on sait que le dollar va porter des taux d'intérêt supérieurs à l'euro pour l'année 2017. Les marchés monétaires sont des marchés essentiellement d'anticipation, c'est déjà pricé. En revanche, l'euro, que l'on vouait aux gémonies il y a encore quelques années, qu'on s'est dit qu'il allait s'effondrer parce que Matteo Renzi allait perdre son référendum, il a perdu son référendum, l'Italie est toujours là, la France, l'Allemagne aussi. Et quand vous avez un dollar aussi fort, c'est de l'intérêt de nombreux acheteurs, en particulier les Japonais et les Chinois, d'avoir une monnaie une devise mondiale de substitution, et qui est l'euro. Donc moi je suis plutôt acheteur d'euros aujourd'hui. Bon. En même temps, pour l'instant, à 1,04. Donc on n'ira pas voir la parité, selon vous? Je sais pas. En tout cas, on a, je trouve, fait le plein de bonnes nouvelles et d'espérances de gains pour le dollar, à la fois pour la politique monétaire, les espérances d'une politique pro-business de Donald Trump. Seront tempérées par le Congrès, c'est ça? Par le Congrès, par la réalité des faits. Je ne dis pas que Donald Trump ne va pas devenir le prochain président des États-Unis d'Amérique. Je dis en revanche que son mandat pourrait probablement être beaucoup plus limité, à la fois dans le temps et dans l'ampleur de ces mouvements. Parce que nous sommes en train de nous rendre compte, et nous, ce n'est pas uniquement l'étranger, mais c'est d'abord les Américains eux-mêmes, ensuite l'État fédéral. Vous avez vu la réponse que Barack Obama fait aujourd'hui. Il est désormais avéré que la Russie a manipulé l'opinion publique américaine et a favorisé l'élection de Donald Trump. Il va y avoir rétorsion. J'entends à Washington et aussi à New York la possibilité. Il y a une disposition dans la Constitution américaine qui s'appelle l'impeachment. Or, procédure de destitution. Il me semble que les niveaux de conflit d'intérêts de M. Trump, qui continue de gérer il promet à travers ses fils ses affaires, la façon dont il a été élu, les bourdes qu'il va faire, pour ne pas dire plus, en diplomatie, en politique étrangère. Il n'ira pas au terme de son mandat, c'est ça, en creux, ce que vous nous dites? Il serait empêché? Dans les 2 prochaines années, cela va être difficile. Pourquoi? Parce que le Congrès, notamment les nouveaux sénateurs qui ont donné au Sénat une majorité aux Républicains, ont été élus grâce à lui. Voilà. Après, il est désormais de notoriété publique que les conditions de son élection, ça a été un président élu avec l'appui d'une puissance étrangère. Aux États-Unis, ce ne sont pas des mots faibles. Enfin, il n'y a pas eu de fraude. Il n'y a pas eu de fraude non plus dans le vote. Il y a des recomptages qui sont faits, il n'y a pas eu de... Il n'y a pas eu de fraude, il y a eu manipulation avérée. Les nominations qu'il fait, et d'ailleurs sans retenue, le secrétaire d'État américain Rex Tillerson, c'est comme si vous mettiez un énergéticien, un gazier français qui a fait un gros contrat avec Rosneft, Bombardier à la tête du Quai d'Orsay. Ce n'est pas exactement l'idée que les Américains se font de leur puissance. Bon, et sur cet euro qui est faible pour l'instant, c'est une bénédiction pour la zone euro qui est quand même engluée dans une croissance qui est quand même toujours faible. Mais ça, on le dit depuis des années et des années. Oui, bon, écoutez, l'euro, on accable l'euro de tous les maux. L'euro n'est pas un ectoplasme. L'euro a une banque qui le dirige. L'euro, nous continuons, malgré les vives tensions, à avoir... vous savez, quand bien même... parlons de choses, quand bien même la Grèce sortirait, quand bien même l'Italie partirait, l'Espagne, etc., ce qui est inconcevable, les 2 tiers de la zone euro, c'est la France et l'Allemagne. Tant que ce nœud tient, et il va tenir surtout avec les nouvelles élections en 2017, même si l'Italie était amenée à sortir, quelle que soit la raison, ça ne remettrait pas en cause l'intégrité, selon vous, de la zone euro? Les 2 tiers du PIB... Troisième économie de la zone euro, l'Italie? Les 2 tiers du PIB de la zone euro, c'est la France et l'Allemagne. Ouais.
Voilà. Et non, mais je ne dis pas qu'il faut traiter par le mépris ce qui se passe en Italie et en Espagne. Je dis que le noyau dur, il est là. Je dis que la reconstruction du projet européen, qui se fera sans les Britanniques, elle va prendre place ou pas avec les Français et les Allemands. C'est pour ça que l'élection, vous savez, on a une double élection en 2017, le futur président de la République, mais aussi le futur chancelier ou chancelière allemand. C'est là que ça va se jouer. Bon, juste, on parlait du dollar, donc qui, selon vous, ne montera plus. Mais donc, c'est pas un piège pour vous, le dollar pour la Fed? Ça complique un peu l'équation, à supposer que le dollar poursuive sa hausse, parce qu'une hausse du dollar couplée à une hausse des taux d'intérêt à long terme aux États-Unis, qu'on observe depuis l'élection de Trump, comme pour la hausse du dollar, c'est une forme de resserrement monétaire qui ne dit pas son nom. Oui, et en même temps, on ne parle pas de taux d'intérêt qui sont catapultés, et on parle aussi d'une économie qui est robuste, qui est saine, qui continue de créer des emplois, qui est déjà dans le plein emploi, même si c'est une forme de plein emploi particulier, il y a beaucoup d'emplois précaires aux États-Unis, donc on a quand même, la Réserve fédérale a la marge de manœuvre pour resserrer très légèrement cette vis-là. Et 3 hausses de taux, a priori, c'est ce qu'elle a prévu la Fed pour l'an prochain. C'est quand on est un investisseur, qu'on est drogué à l'argent pas cher, c'est pas un problème? Alors, ça peut le devenir. D'abord, je ne veux pas tout voir en rose, mais... Décidément, après Marc Vigneault du Point, maintenant, oui, absolument. C'est le pire n'est pas toujours sûr. Je vous dis, il est très probable que l'on n'ait pas 4 années de présidence Trump, par exemple. Mais pour revenir à votre... C'est pas le scénario central de beaucoup de gens, ça, le fait que le mandat de Trump soit écourté. Mais vous savez que j'ai rarement des scénarios centraux, David. Voilà, je m'efforce de chercher la dissenting opinion, celle qui a été négligée par les marchés, pour voir... Vous aviez prévu alors l'élection de Trump, la sortie, le Brexit, tout ça, vous l'aviez prévu? Écoutez, je ne vais pas vous ressortir mes articles pour les Échos et le Figaro. Le Brexit, oui. L'élection de Donald Trump, non. Même si les contacts que j'avais avec la campagne Clinton quelques jours avant montraient une nervosité extrême. Mais l'élection de Donald Trump a pris par surprise tout le monde et probablement le premier intéressé lui-même. Bon, est-ce que les investisseurs ne sous-estiment pas, encore une fois, oui. Pardon, j'ai pas répondu à votre question sur est-ce que ça n'a pas gêné les investisseurs, le fait de ne pas avoir en fait, voilà. Délicatement, j'allais la reposer. Voilà, est-ce que ça n'a pas allez-y, hein, D'abord, ça va rassurer 2 grands acteurs qui sont les distributeurs de crédit, et les fournisseurs de crédit et les grands opérateurs financiers, les compagnies d'assurance et les banques. Quand vous êtes banquier, que vous n'avez plus de pente de taux d'intérêt, ça devient très très difficile. C'est quoi la pente? On explique pour le commun des mortels. Voilà. C'est le fait que le boulot d'une banque, c'est de pouvoir emprunter pas cher, taux très faible à la BCE notamment, et de proposer avec une marge à vous-même, aux entreprises. Quand vous fournissez à taux négatif à la BCE, votre marge pour ressortir un taux d'intérêt positif, le servir à un emprunteur est très faible. Donc ça, c'est une bonne nouvelle pour les établissements de crédit, pour les compagnies d'assurance. Il y a des compagnies d'assurance qui étaient piégées par les annuities, notamment aux États-Unis, c'est-à-dire qui promettaient des taux d'intérêt, comme des compagnies des assurances vie, à 3, 4, 5%. Quand vous êtes à taux d'intérêt nul ou négatif, vous finissez par prendre des risques excessifs. Donc cela va donner un peu d'oxygène. En revanche, effectivement, tous les investisseurs qui pariaient sur l'idée que les taux d'intérêt resteraient nuls ou négatifs ad vitam, eh bien, je les invite à reconsidérer leur modèle assez rapidement. Bon, donc selon vous, les investisseurs, ils sous-estiment un petit peu justement les hausses de taux à venir, parce qu'encore une fois, il y a le plan Trump qui va générer de la croissance, de l'inflation, même s'il sera tempéré par le Congrès et même s'il ne va pas au terme de son mandat, il y aura un grand plan de relance qui est prévu. Alors vous savez, c'est quand on va à Washington, il y a une moitié du programme Trump qui est acheté, c'est-à-dire les baisses d'impôts. La meilleure. Voilà. En revanche, l'investissement dans les infrastructures, on entend des WTF. Hein. What the hell? WTH ou TF? Vous trouverez peu de républicains à Washington
qui va endorser le plan d'infrastructure de M. Trump. Hélas, ça aurait été une très bonne mesure. Hein, quand vous faites Boston, quand vous faites New York-Washington avec l'Acela Express à la vitesse d'une Peugeot 205, puisque les pointes sont à 129 km/h, vous vous dites que vous êtes dans un pays sérieusement arriéré dans son infrastructure. Malheureusement, pour les États-Unis, il est à craindre que les infrastructures ne suivent pas, qu'on ait uniquement les baisses d'impôts. Parce qu'il y a la dette et qu'évidemment le Congrès ne laissera pas filer non plus le plafond de la dette, comme on dit. Oui, et puis c'est une idéologie. C'est une idéologie qui refuse les infrastructures publiques, les services publics, un modèle qui n'est pas le nôtre. Absolument. Le pétrole, on en parle aussi, parce que le pétrole, tout concorde en tout cas quand on voit les décisions qui ont été prises du côté de l'OPEP et des membres non OPEP hors États-Unis de réduire au global d'1 700 000 barils jour à compter du 1er janvier prochain la production de pétrole. C'est un signal qui est fort pour vous, qui est de dire voilà, c'est fini, 50, 60 $, c'est le minimum, voire même on pourra aller plus haut. C'est votre conviction d'ailleurs, je crois aussi. Oui, depuis. Je ne reçois pas vos lettres, vos écrits, mais je crois savoir, parce que je lis en vous. Effectivement, on s'en était parlé il y a quelques semaines hors micro, mais c'était avant la décision de l'OPEP et des pays non OPEP de couper la production pour faire monter les prix. Mais il y a un sous-jacent encore plus fort qui pourrait catapulter les prix du pétrole peut-être à 3 chiffres dans le courant de l'année 2017. C'est que quand vous avez une politique diplomatique américaine qui n'est pas pro-russe, mais qui est en fait à minima manipulée par les intérêts russes, et que la Russie est un pays qui ne survit que grâce à sa manne pétrolière, vous combinez les deux et vous voyez que la politique du premier acteur mondial, les États-Unis, va être très pro-pétrole. Mais ça veut dire quoi pro-pétrole? Parce que si ça consiste à justement ouvrir les vannes aussi des pétroles de schiste aux États-Unis et de tout faire de manière réglementaire, fiscale, pour favoriser les majors et les petites compagnies pétrolières pour qu'elles forent, s'il y a plus de pétrole qui vient alimenter le marché, ça ne fera pas monter les prix, ça fera baisser les prix. Oui, mais il faut organiser le marché, je dis bien organiser le marché d'une telle façon qu'il propose des prix qui sont intéressants pour le shale gas, pour justement la mise sur le marché mondial. Gaz de schiste. Voilà, le gaz de schiste, la mise sur le marché mondial de production américaine et russe notamment. Donc il peut y avoir, pardon, je de bien décrypter, une entente implicite entre Trump et la Russie pour emmener le pétrole vers 100 $, c'est ce que, si j'ai bien compris? Je trouve que les intérêts n'ont jamais été aussi alignés entre la Russie, les États-Unis et d'une certaine façon aussi l'Arabie Saoudite pour catapulter les prix du pétrole vers des sommets. Et c'est quelque chose qui doit nous interpeller, nous Européens, qui n'avons pas de pétrole, avec les Chinois et les Japonais, et c'est là peut-être où vont se reconstituer non pas des ligues, mais des coalitions d'intérêts. Nous avons un intérêt urgent à chercher des énergies alternatives. En France, nous avons une grande chance qui s'appelle le nucléaire, si tant est que nous sachions encore le produire et le maîtriser. Nucléaire, renouvelable. Mais c'est un sujet de souveraineté. Hein. Aujourd'hui, l'Europe est sortie de l'équation de l'entente entre Russes et Américains sur le pétrole. Bon voilà, merci pour ces explications. Édouard Tétrault, il n'y a pas de bouquin qui sort bientôt, non? Il n'y a pas un livre où on peut faire la pub, non? Bientôt. Travaille sur un bouquin, non? Pas bientôt, on s'en reparle en 2017. D'accord, c'est bientôt en même temps. Édouard Tétrault, essayiste et aussi fondateur de Mediafin, était votre invité en direct sur Boursorama. On se voit l'année prochaine, cher. Merci, David.